préserver la liberté de manifester en France. Et il faut sanctionner ceux qui veulent enfreindre ce droit à manifester. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées. Avec à la clé 3 mesures répressives qui seraient envisagées. La création d'un périmètre de sécurité pour permettre les fouilles autour des lieux de rassemblement, l'interdiction de manifester pour certaines personnes qui pourraient menacer l'ordre public, ou encore la création d'un fichier des personnes interdites de manifester sur le modèle du fichier national des interdits de stade. Est-ce que les mesures annoncées par Édouard Philippe hier soir vous semblent porter atteinte aux libertés publiques, Jean-Philippe de Rosier ? Toute mesure restrictive de liberté porte atteinte par définition aux libertés publiques. À différents degrés. La question, avec différents degrés. Un placement en rétention porte atteinte à la liberté d'aller et venir. La question, c'est est-ce qu'elle est justifiée et est-ce qu'elle permet de protéger une autre liberté ou une autre exigence constitutionnelle, en l'espèce la préservation de l'ordre public. Ce ne sont que des annonces. Il faut voir ce qu'il en est fait. Et ce que j'aurais tendance davantage à dénoncer, c'est la précipitation, justement dans les mesures restrictives de liberté. La précipitation, c'est-à-dire il y a un fait divers, entre guillemets, même s'il commence à traîner en longueur, c'est manifestation à répétition, acte 1, acte 2, acte 8 des Gilets jaunes, et immédiatement une réponse législative. Avec un passé quand même, le 1er mai qui avait donné lieu à une PPL, une proposition de loi de la droite sénatoriale. Bien sûr, bien sûr. Mais à ce moment-là, le gouvernement y était opposé, et il n'y a eu un débat qu'au Sénat. C'est en cela que j'appelle la précipitation. Et là, tout d'un coup, on réagit là-dessus. Maintenant, il faut voir ce qu'il en est fait. Effectivement, préserver davantage l'ordre public, encadrer davantage les manifestations, c'est une question qui peut être posée, même si on a un arsenal législatif qui a évolué ces dernières années en allant de plus en plus vers la restriction des libertés publiques, en s'inspirant de plus en plus des mesures dérogatoires exceptionnelles de l'état d'urgence, et l'on entre là un petit peu trop dans la généralisation. Il faut quand même distinguer deux choses dans le déroulement des Gilets jaunes. Il y a les manifestants, effectivement, les Gilets jaunes que je veux dire, entre guillemets, officiels, ceux qui sont là pour manifester, pour revendiquer un certain nombre d'éléments, et puis il y a ceux qui viennent pour semer le trouble. Oui, sauf qu'on a vu que ça se mélangeait un petit peu, justement. D'accord, ça se mélange. Mais effectivement, le problème de ce mouvement, c'est que les Gilets jaunes ne sont pas structurés. Jusqu'à présent, on connaissait les manifestations d'un sens classique, organisées par des syndicats et ou des partis politiques, qui ont une structure. Donc des responsables, donc un service d'ordre, donc un lien potentiel avec les forces de l'ordre. Là, il n'y a rien. Donc voilà. Et la question fondamentale, c'est de savoir prendre des mesures contre ces délinquants en puissance, pardonnez-moi ce mot un peu fort, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, qui sont là vraiment pour casser. Je pense que ça se justifie parce qu'il faut maintenir l'ordre. Mais comment rentre-t-on dans cette catégorie? C'est ça la question. Si on y rentre simplement sur la base d'une note blanche, à laquelle on n'a pas forcément accès, sur laquelle on ne sait pas forcément ce qu'il y a, et qui sont justifiées, pas forcément dans les formes, mais selon les exigences requises, c'est particulièrement attentatoire aux libertés. C'est pour ça, si vous le permettez, qu'effectivement, il faut qu'il y ait des procédures. Et quand il y a une interdiction administrative de manifester, elle est individuelle, et le projet de loi du Sénat, il prévoit une notification préalable. Justement pour prévoir un recours judiciaire, parce qu'évidemment, il faut qu'on puisse aller manifester si justement on tombe sous le coup d'une interdiction. Jean-Philippe de Rosier, qu'est-ce que ça vous inspire de voir le secrétaire d'État qui, il y a un mois à peine, disait que ces mesures posaient des questions de constitutionnalité et surtout d'utilité face à ce mouvement des Gilets jaunes si particulier? Ce que ça m'inspire, c'est que ce n'est pas une première. Parce que j'ai souvenir que Manuel Valls, le 18 novembre 2015 ou le 19 novembre 2015, disait exactement la même chose sur la loi qui allait devenir celle du 20 novembre en disant, ici dans cette maison, il ne faut pas saisir le Conseil constitutionnel parce qu'il y a des dispositions qui risqueraient d'être censurées, on ne peut pas se le permettre. Et donc qu'un ministre ou un secrétaire d'État dénonce ainsi une loi qui ensuite va être reprise, bon, j'ose espérer que si elle est reprise, déjà, on va laisser place à un petit peu de maturation et de débat législatif, et qu'ensuite, elle va être arrangée pour justement laver de ces éléments inconstitutionnels dont elle est nourrie actuellement. Parce que quand on déclare une manifestation, on sait qu'une manifestation n'a pas à être autorisée en France, elle a simplement besoin d'être déclarée, et
La déclaration, elle n'a pas à être acceptée. Et quand on déclare, on doit donner le nom de... Oui, elle peut être interdite, tout à fait. Mais la simple déclaration vaut autorisation de la manifestation. Et quand on déclare, on doit donner le nom de 3 personnes responsables. Le problème avec les Gilets jaunes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de service d'ordre. Hein. Le rôle, enfin ces casques blancs, ça peut être un peu le rôle des services d'ordre, des syndicats et des partis politiques. Oui, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, les syndicats, il y a quelques semaines, avaient proposé de mettre à disposition leur propre service d'ordre pour justement encadrer, parce qu'il en va de la sécurité de tous, comme vous le dites, hein, on est entièrement d'accord. Sauf que comme là, ils n'ont pas de structure, effectivement, et ça empêche le dialogue. Tout à l'heure, vous disiez qu'on veut tous dialoguer, qu'on est tous d'accord ici pour entretenir le dialogue autour de cette table, mais visiblement, ce n'est pas forcément le cas des responsables politiques, parce que si j'en crois ce qu'a dit un responsable syndical, Laurent Berger de la CFDT, il y a quelques jours, il n'y a plus aucun échange depuis plusieurs semaines entre lui et l'exécutif. Alors, est-ce que c'est coup de pub ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un retour qu'il y a. Donc, ça montre bien qu'il y a un problème, justement, au niveau du dialogue. Et cette discussion que nous avons aujourd'hui, ce débat sur cette loi dite anti-casseurs, n'est pas sans rappeler celui que la France a connu après mai 68. Vous en parliez, Jean-Pierre Minière, justement. Une loi baptisée exactement de la même manière, dite loi anti-casseurs, qui était adoptée en 1970. Et à l'époque, les mêmes craintes sur les libertés individuelles étaient exprimées par un certain François Mitterrand, qui était député de gauche. C'est une archive de l'INA, regardez. On vous dira que le gouvernement, par ce projet de loi, veut frapper contre les casseurs, contre les commandos organisés, contre les bandes qui agissent par la violence. Profitant de cette circonstance, le gouvernement, en réalité, peut atteindre, en supprimant pratiquement le droit de se rassembler, peut atteindre les organisations politiques, les organisations syndicales, les parents, tous ceux qui, à un degré quelconque, seront considérés avec malignité comme les co-auteurs ou comme les complices de ces événements. Ce n'est pas une loi de justice, c'est une loi de police. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Philippe de Rosier, d'entendre les mots de François Mitterrand qui peuvent être tout à fait transposés aujourd'hui à cet arsenal, ce nouvel arsenal de l'exécutif Macron? Je dirais qu'il faut toujours prendre garde aux mesures restrictives de liberté. Elles sont nécessaires. La liberté absolue est impossible. Mais jusqu'où va-t-on? Et on voit que depuis 1968, et en particulier ces 15 dernières années, je pense que le point de bascule sont les lois post-2001, post-11 septembre, on est dans l'escalade permanente. Hein, d'un État de plus en plus de police, de plus en plus sécuritaire. Un État policier? Vous iriez jusqu'à parler d'un État policier? Les mots sont forts. Donc je ne veux pas les employer à mauvais escient, mais on a vécu pendant plus de 2 ans sous le régime de l'état d'urgence. C'était, je pense, et j'en étais, je l'assume, hein, l'un de ses défenseurs, en tout cas pendant une période assez longue. Je pense qu'il était nécessaire à ce moment-là, parce qu'on était sous l'emprise d'une menace terroriste très prégnante. Aujourd'hui, visiblement, ce n'est plus le cas, puisque l'état d'urgence a été levé. Je n'ai pas accès aux données classées secret défense, mais je me contente de voir ce qui se passe. On nous propose de légiférer justement sur la dissimulation du visage, sur cette question des cagoules. Ça, c'est loi de police, pas loi de justice, encore une fois, tout dépend de ce que l'on en fait. Si elle est appliquée de façon absolue, oui, c'est une loi de police, c'est pas une loi de justice. Parce que je suis dans une manifestation, il y a des gaz lacrymogènes qui circulent, je vais mettre quelque chose sur le visage. Si un policier a peur, a l'impression que je vais commettre quelque chose et se jette sur moi, me fout une droite pour m'assommer et me placer en garde à vue, voilà, ça me semble disproportionné. Voilà. Tout dépend, encore une fois, de ce que l'on en fait. Si, dans le cadre d'une manifestation, comme c'était le cas pour les indignés, le port d'un masque est un symbole politique, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on l'interdirait. Si maintenant il est utilisé pour foncer sur les forces de l'ordre et casser du flic, effectivement, ça, c'est pas acceptable.